Chapitre 6, première soirée. Après le thé, Mrs. Lenner me conduisit à ma chambre. Je crois devoir donner ici un bref aperçu de la disposition des lieux, du reste fort simple, comme on pourra le constater en consultant le plan ci-après. De chaque côté de la véranda s'ouvrait une porte. Celle de droite donnait accès à la salle à manger où nous venions de prendre le thé, l'autre, en face, à une pièce similaire que j'appellerais la salle commune, qui nous servait à la fois de salon et de salle de travail. On y faisait du dessin. On y recollait les pièces de poterie délicates et fragiles. De cette salle commune, on passait dans la salle des antiquités, où, sur des rayons, dans des casiers ou sur des bancs et des tables, étaient rassemblées toutes les trouvailles provenant des fouilles. Cette pièce n'avait d'autre issue que la salle commune. La pièce contiguë était la chambre à coucher de Mrs. Lenner, dans laquelle on pénétrait par une porte donnant sur la cour. Ainsi que toutes les pièces situées du côté sud, celle-ci avait 2 fenêtres grillagées prenant vue sur les champs. Faisant suite à la chambre de Mrs. Lenner, sur le côté est de la construction, se trouvait la chambre de Mr. Lenner, sans communication directe avec celle de sa femme. Immédiatement après, venait la chambre qui m'était destinée, puis celle de Miss Johnson et celle de Mr. et Mrs. Mercado, suivies de 2 prétendues salles de bain. Un jour que je me servais de ce terme, devant le docteur Reilly, celle-ci s'esclaffa en disant qu'une salle de bain était une salle de bain où on n'en était pas une. Toutefois, lorsqu'on est habitué à la robinetterie et à la plomberie moderne, on s'étonne d'entendre appeler salle de bain 2 réduits boueux, pourvus chacun d'un tube en fer blanc où l'on apportait une eau bourbeuse dans de vieux bidons à pétrole. Ce côté de la construction avait été ajouté par le professeur Lenner à la maison arabe originale. Les chambres à coucher se ressemblaient toutes et avaient une porte et une fenêtre donnant sur la cour. La partie nord comprenait le bureau des architectes, le laboratoire et les ateliers de photographie. La disposition des pièces était sensiblement la même de l'autre côté de la véranda. De la salle à manger, on pénétrait dans le bureau où l'on conservait les archives, dressait les catalogues et effectuait les travaux de dactylographie. La chambre du père Lavigny faisait pendencer à celle de Mr. Lenner. On lui avait réservé une des 2 grandes chambres à coucher parce qu'elle lui tenait également lieu de bureau pour déchiffrer les tablettes. Dans ce même angle, montait l'escalier conduisant à la terrasse. À l'ouest était d'abord la cuisine, puis 4 petites chambres à coucher occupées par les jeunes gens, Kayray, Emmott, Rater et Coleman. À l'angle nord-ouest se trouvait l'atelier de photographie et la chambre noire communiquant ensemble, puis venait le laboratoire. Au milieu de la façade nord s'ouvrait l'unique entrée, une grande voûte sous laquelle nous avions passé. À l'extérieur, on voyait les bâtiments où logeaient les serviteurs indigènes, le poste de garde pour les soldats et les écuries. La salle des dessins des architectes occupait, à droite de l'entrée, la majeure partie du côté nord. Je me suis étendue un peu longuement sur le plan général de la maison pour ne pas avoir à y revenir dans la suite de ce récit. Comme je l'ai déjà dit, Mrs. Lenner me fit elle-même visiter les lieux et m'installa enfin dans ma chambre à coucher en m'exprimant l'espoir que j'y trouverais toute commodité voulue. Les meubles, un lit, une commode, une table de toilette et un fauteuil, quoique simple, étaient d'aspect agréable. Les domestiques vous apporteront de l'eau chaude avant le déjeuner et le dîner, et, cela va de soi, chaque matin. Si vous en désirez à toute autre heure de la journée, sortez dans la cour, frappez des mains et, quand vous verrez apparaître le boy, dites-lui « Jim Mayhar ». Croyez-vous pouvoir vous en souvenir ? Je répondis dans l'affirmative et répétai cette phrase avec quelques hésitations. « Très bien, mais n'oubliez pas de crier !»
Les Arabes ne comprennent pas lorsque l'on parle sur le ton ordinaire. Cette question des langues est très bizarre, observai-je. Je demande pourquoi il y en a tant. Mrs. Lenner sourit. En Palestine, il existe une église où le pater est écrit en 90 langues différentes. Eh bien, il faut que je fasse part à ma vieille tante de cette particularité qui l'intéressera fort. Mrs. Lenner toucha distraitement le pot à eau et la cuvette, puis déplaça de quelques centimètres le porte-savon. Je me plais à croire que vous serez bien ici et que vous ne vous ennuierez pas trop. Je m'ennuie très rarement, déclarai-je. La vie est trop brève. Sans répondre, elle continua, d'un air absent, à déplacer les objets sur la table de toilette. Soudain, elle me regarda fixement de ses yeux violets foncés. « Que vous a dit exactement mon mari, nurse ?» Dans notre profession, on répond à peu près toujours de la même manière à des questions de ce genre. J'ai cru comprendre que vous étiez légèrement déprimée, Madame Lenner, déclarai-je d'un air naturel, et qu'il vous fallait quelqu'un pour vous tenir compagnie et vous décharger de tout souci. Pensive, elle inclina la tête. En effet, votre présence me soulagera énormément. Cette réplique me sembla plutôt énigmatique, mais je ne tenais point à approfondir les choses. Je compte bien que vous me confierez tous les devoirs que comporte la conduite de cette maison et que vous ne vous laisserez pas oisive. Elle me gratifia d'un sourire. Merci, nurse. Alors, elle s'assit sur le lit et, à ma grande surprise, se mit à poser toutes sortes de questions. Je répétais à ma grande surprise car, dès l'instant où mes yeux s'étaient posés sur elle, j'avais été convaincue que Mrs. Lenner était une grande dame. Or, à mon avis, une personne distinguée s'abstient en général d'interroger les autres sur leurs affaires privées. Cependant, Mrs. Lenner me parut avide d'apprendre les moindres détails me concernant. Où j'avais fait mon stage et combien de temps il avait duré, ce qui m'amenait en Orient, comment il se faisait que le docteur Reilly m'avait recommandé. Elle alla jusqu'à me demander si j'avais vécu en Amérique ou si j'y avais de la famille. Elle me posa encore 2 ou 3 autres questions qui, sur le moment, me parirent insignifiantes, mais dont je devais découvrir plus tard toute la portée. Soudain, elle changea d'attitude, son visage s'épanouit en un sourire ensoleillé. D'une voix douce, elle m'assura qu'elle se félicitait de ma venue, persuadée que je lui apporterais un immense réconfort. Se levant, elle ajouta : « Vous plairait-il de monter sur la terrasse pour admirer le coucher du soleil ? Ce spectacle est d'ordinaire merveilleux à cette heure du jour. » J'acceptais volontiers. Comme nous sortions de ma chambre, elle me demanda : « Y avait-il beaucoup de monde dans le train de Bagdad ? Des hommes ? » Je répondis n'avoir remarqué personne en particulier, à l'exception de 2 Français aperçus la veille au wagon-restaurant et un groupe de 3 hommes qui, d'après ce que je surpris de leur conversation, s'occupaient de la pipeline. Elle hocha la tête et un léger soupir de soulagement sortit de ses lèvres. Ensemble, nous montâmes à la terrasse. Mrs. Mercado s'y trouvait déjà, assise sur la balustrade, et le professeur Lenner, penché sur des pierres et des fragments de poterie, admirait ses trouvailles. Il y avait là de gros cailloux qu'il désignait sous le nom de meules à main, des pilons, des haches et autres instruments en pierre, des morceaux de vase ornés des plus étranges dessins que j'ai jamais vus. « Venez donc par ici !» s'écria Mrs. Mercado. « N'est-ce pas magnifique ?» Le coucher de soleil était en effet de toute beauté. Dans le lointain, Hazanieh,
derrière laquelle s'enfonçait l'astre du jour, prenait un aspect féerique, et le Tigre, coulant entre ces deux larges rives, paraissait un fleuve de rêve. Quel joli tableau, n'est-ce pas, Eric? Dit Mrs. Lenner. Le professeur releva la tête et regarda, les yeux dans le vague, puis murmura d'un ton détaché. Oui, très joli, et se remit à classer ses tessons. Mrs. Lenner sourit en disant: Les archéologues ne s'intéressent qu'à ce qui se trouve sous leurs pieds. Pour eux, le ciel n'existe pas. Mrs. Mercado ricana. Oh, ce sont des êtres bizarres. Vous ne tarderez pas à vous en apercevoir, mademoiselle Letteran. Après une légère pause, elle ajouta: Nous sommes tous très heureux de votre présence parmi nous. L'état de notre chère Mrs. Lenner nous causait tant de soucis. Pas possible, s'exclama Mrs. Lenner, d'un ton un peu encourageant. Mais si, elle était vraiment malade, nurse, et en plus d'une fois elle nous a effrayés. Chacun disait: Oh, ce n'est qu'une question de nerfs. Eh bien, moi, je prétends que les nerfs vous font abominablement souffrir. Ne sont-ils pas le centre de notre organisme, nurse? Cajoleuse, va, pensai-je en moi-même. Mrs. Lenner repartit d'une voix sèche. Désormais, inutile de vous tracasser à mon sujet. Nurse prendra soin de moi. Je m'y emploierai de mon mieux, m'empressai-je de répondre. Je suis persuadée que bientôt nous constaterons des bienfaisants résultats, énonça Mrs. Mercado. Tous, nous étions d'avis qu'elle consultât un médecin ou qu'elle fit quelque chose, n'importe quoi. Son système nerveux a subi un rude assaut, n'est-ce pas, ma chère Louise? Au point que je commençais à vous donner sur les nerfs, observa Mrs. Lenner. Si nous abordions un sujet plus intéressant que mes propres misères. À cet instant, je compris que Mrs. Lenner appartenait à ce genre de femme qui excelle à se créer des ennemis. Sa voix contenait une certaine arrogance froide. Je serais la dernière à lui en faire un reproche. Qui amena un flux de sang aux joues, d'ordinaire pâle, de Mrs. Mercado. Elle marmonna quelques paroles inintelligibles, mais Mrs. Lenner s'était levée pour rejoindre son mari à l'autre bout de la terrasse. Sans doute ne l'entendit-il pas venir, car, lorsqu'elle lui posa la main sur l'épaule, il leva vivement vers elle un regard interrogateur. Mrs. Lenner répondit d'un signe de tête, puis, le prenant par le bras, elle le conduisit jusqu'à l'escalier et tous deux descendirent ensemble. « Il est plein d'attention pour sa femme, n'est-ce pas ?» observa Mrs. Mercado. Et ici, nous avons la carte que je vous mets un instant. Et nous allons continuer la lecture. Donc c'était le plan de la maison de l'expédition à Tel Harija. Oui, répondis-je, cela fait plaisir à voir. Elle me lança un regard inquisiteur. À votre avis, de quoi souffre-t-elle, nurse? Demanda-t-elle en baissant un peu la voix. Oh, elle n'a rien de grave. Un peu de dépression nerveuse, ça me semble. Son regard insistant se vrilla sur mon visage, comme tout à l'heure pendant le thé. Soignez-vous spécialement des gens atteints de maladies nerveuses? Nullement. Pourquoi cette question? Après un moment de silence, elle me demanda.
Savez-vous à quel point cette femme est anormale? Le professeur Lenner ne vous a donc pas mis au courant? Je déteste les commérages au sujet de mes malades. D'autre part, je sais par expérience combien il est difficile d'arracher la vérité aux proches et, tant qu'on ignore la nature du mal, on tâtonne sans résultat. Évidemment, lorsqu'un médecin suit le malade, il en va tout autrement. Lui-même vous donne toutes les indications voulues, mais aucun praticien ne s'occupait de Mrs. Lenner. Le docteur Reilly n'avait pas été consulté professionnellement et je n'aurais pu affirmer que le professeur Lenner m'avait révélé tout ce qu'il savait sur le compte de sa femme. Habituellement, le mari se trouve réticent sur ces questions et on ne peut que l'en féliciter. Cependant, mieux informé, j'eusse pu agir en connaissance de cause et au mieux de la santé de ma patiente. Mrs. Mercado, cette petite langue de vipère, mourait d'envie de parler. De mon côté, tant au point de vue humain qu'au point de vue professionnel, je désirais entendre ce qu'elle avait à raconter. Accusez-moi, si bon vous semble, de simple curiosité. À ce qu'il paraît, lui dis-je, Mrs. Lenner n'a pas été tout à fait normale ces derniers temps. Mrs. Mercado émit un ricanement désagréable. Normale? Ah, non. Elle a failli nous faire mourir de peur. Une nuit, elle entendait des doigts frapper sur sa fenêtre, puis ce fut une main sans bras. Et lorsqu'elle vient vous certifier qu'une face jaune s'écrasait contre sa vitre et que, s'étant précipitée vers la fenêtre, elle ne vit plus rien, dites-moi un peu s'il n'y a pas de quoi vous donner la chair de poule. Peut-être quelqu'un lui jouait une farce, suggérai-je. Oh non! Tout cela sort de son imagination. Tenez, il y a seulement 3 jours, à l'heure du dîner, les gosses du village, à 1 kilomètre d'ici, s'amusaient à tirer des pétards. Bondissant de sa chaise, elle poussa des cris de folle, à nous glacer le sang. Alors, le professeur Lenner se précipita vers elle et se comporta de façon ridicule. « Ce n'est rien, chérie », ne cessait-il de répéter. Selon moi, nurse, certains hommes ne font qu'encourager les femmes dans leur crise d'hystérie. Ils ont tort, car on ne doit pas favoriser ces hallucinations. Évidemment, il ne s'agit que d'hallucinations. Que voulez-vous que ce soit? Incapable de donner une réponse, je gardais le silence. Ces incidents ne laissaient pas de me troubler. Je passe volontiers sur les cris poussés par Mrs. Lenner en entendant les coups de pétard, mais cette histoire de figure ou de main spectrale me parut bien étrange. De 2 choses l'une, ou bien Mrs. Lenner l'avait inventée de toutes pièces, tout comme un enfant débite des mensonges pour se rendre intéressant, ou bien, ainsi que j'y avais d'abord songé, il s'agissait là d'une sinistre plaisanterie, tel qu'un joyeux drill dénué d'imagination, comme le jeune Coleman pouvait en forger. Je résolus donc de le surveiller de près. Un de ces tours démoniaques peuvent conduire une personne nerveuse à la folie. Ne lui trouvez-vous pas des allures très romanesques, nurse? Me demanda Mrs. Mercado. Pareille femme est vouée à toutes les aventures. Lui en est-il déjà arrivé beaucoup? Son premier mari a été tué à la guerre, alors qu'elle avait seulement 20 ans. N'est-ce pas là un début des plus pathétiques, nurse? Gardons bien de confondre une noix avec un cygne, répliquai-je d'un ton sec. Oh, mademoiselle, quelle extraordinaire remarque! En tout cas, elle est des plus exactes. Que de femmes soupirent. Ah, si Pierre, Paul ou Jacques étaient seulement revenus. Quant à moi,
je ne puis m'empêcher de songer que ces jeunes hommes seraient à présent des maris d'âge mûr, prosaïques et bedonnants, au caractère bougon. Comme la nuit tombait, je proposai à Mrs. Mercado de descendre. Celle-ci acquiesça et m'offrit de faire visiter le laboratoire. « Mon mari y sera, en train de travailler, » ajouta-t-elle. Elle me conduisit dans une pièce éclairée par une lampe, mais il n'y avait personne. Mrs. Mercado me montra des appareils où des ornements de cuivre étaient soumis à un traitement chimique et aussi des ossements recouverts d'une couche de cire. « Où diable peut être Joseph ?» s'exclama Mrs. Mercado. Elle jeta un coup d'œil dans l'atelier des architectes où Carré dessinait. À peine s'il leva les yeux à notre entrée, et je fus frappée par l'expression de grande fatigue sur son visage. Une idée se présenta à mon esprit. Cet homme est au bout de son rouleau, il ne saurait continuer longtemps ainsi. Et je me souviens qu'une autre personne avait émis la même réflexion à son sujet. Au moment de sortir, je détournai la tête pour l'observer une dernière fois. Penché sur son papier, les lèvres serrées, il évoquait d'une façon étonnante une tête de mort, tant les os de sa figure ressortaient. Peut-être était-ce simplement imagination de ma part, mais il me faisait l'effet d'un chevalier de jadis partant pour la guerre avec la certitude de périr sur le champ de bataille. De nouveau, je ressentis toute la force d'attraction qu'il dégageait inconsciemment. Nous découvrîmes Mr. Mercado dans la salle commune. Il exposait un nouveau procédé scientifique à Mrs. Lenner, assise sur une chaise à dossier droit et en train de broder des fleurs sur un tissu soyeux. De rechef, je fus stupéfaite par son aspect fragile et éthéré. On eût dit une créature féerique plutôt qu'un être en chair et en os. Mrs. Mercado cria d'une voix perçante et aigre. « Ah, te voilà, Joseph! Nous pensions te trouver au labo. » Il sursauta, étonné et confus, comme si l'entrée de sa femme venait de rompre le charme. Il balbutia. « il faut que je m'en aille à présent. J'arrive au milieu de... » Il n'acheva point sa phrase et se dirigea vers la porte. Mrs. Lenner lui dit, de sa voix douce et légèrement traînante, « Vous me raconterez la fin une autre fois. C'est passionnant. » Elle nous considéra avec un sourire aimable, mais évasif, puis elle reprit sa broderie. Au bout d'un instant, elle prononça. « Nous avons là un bon choix de livres, nurse. Choisissez-en un et venez donc vous asseoir. » Je me dirigeai vers le rayon. Mrs. Mercado s'attarda encore une minute, puis, se retournant brusquement, s'en alla. Comme elle passait devant moi, je remarquai l'expression de ses traits qui me déplut souverainement. Elle paraissait hors d'elle-même. Malgré moi, je me rappelais certains détails auxquels Mrs. Kelsey avait fait allusion touchant Mrs. Lenner. Elle me répugnait de les approfondir, car Mrs. Lenner m'inspirait une vive sympathie. Toutefois, je me demandais s'il ne contenait pas une parcelle de vérité. Évidemment, on ne pouvait en tenir griffe à Mrs. Lenner, mais il n'empêche que la chère vieille Miss Johnson, avec toute sa laideur, et cette chipie de Mrs. Mercado, vulgaire au possible, ne lui arrivait pas à la cheville en matière de séduction. Et nous autres nurses sommes bien placés pour le savoir. Les hommes sont des hommes sous tous les climats. Mercado n'avait rien d'un don Juan, et j'ai tout lieu de supposer que Mrs. Lenner n'attachait aucune importance à ses galantes attentions, mais sa femme s'en offusquait. Si je ne me trompe, elle prenait la chose au tragique et n'eût pas reculé
le cas échéant, à jouer un mauvais tour à Mrs. Lenner. J'observais Mrs. Lenner, assise là, en train de broder ses jolies fleurs, l'air si hautain et détaché de toute contingence. Je me demandais s'il convenait de l'avertir. Peut-être ignorait-elle jusqu'où peuvent aller la violence et la haine déchaînées par la jalousie, et comme il faut peu de choses pour attirer cette passion. Puis, je me dis, Amy Letteran, tu es sotte. Mrs. Lenner n'est pas née d'hier. Elle frise la quarantaine et doit posséder une expérience suffisante de la vie. En mon fort intérieur, j'en doutais cependant. Elle avait l'air si pure. Quelle sorte d'existence avait-elle pu mener? Je savais qu'elle avait épousé le professeur Lenner 2 ans auparavant et, suivant les dires de Mrs. Mercado, son premier mari était mort voilà une vingtaine d'années. Je m'assis près d'elle avec un livre et, au bout d'un certain temps, j'allais me laver les mains avant le dîner. Le repas fut excellent, surtout le curry, au-dessus de tout éloge. Tout le monde se retira de bonne heure, à ma plus grande satisfaction, car je tombais de fatigue. Le professeur Lenner m'accompagna jusqu'à ma chambre et s'inquiéta de savoir s'il ne me manquait rien. Il me serra chaleureusement la main et me dit d'un ton aimable. « Elle vous aime beaucoup, nurse. Vous lui avez plu immédiatement. Je m'en félicite. J'ai l'impression, dès à présent, que tout s'arrangera pour le mieux. » Son enthousiasme avait quelque chose de juvénile. De mon côté, je sentais que Mrs. Lenner éprouvait envers moi de la sympathie et je m'en réjouissais. Cependant, je ne partageais pas l'optimisme de son mari. Il devait ignorer certains faits que je ne pouvais préciser, mais que je flairais dans l'air. Mon lit, bien que douillet, ne me procura pas le sommeil. Toute la nuit, je fus pourchassée par des rêves. Les vers d'un poème de Keats, que j'avais appris par cœur dans mon enfance, me trottaient par la tête. Chaque fois que je les récitais mal, et cette pensée m'exaspérait. J'avais toujours détesté ce poème, sans doute parce que j'avais dû, autrefois, l'apprendre de force. Or, pour la première fois, à mon réveil, j'y découvris une sorte de beauté. Oh, quel mal le ronge, chevalier solitaire! Pour la première fois, j'entrevis la face pâle du chevalier, sous les traits de Mr. Carey, un visage bronzé, aux traits tirés et exsangues, qui me rappelait maintes jeunes hommes que, fillette, j'avais vus au cours de la guerre. Et je le plaignis. Bientôt, je m'assoupis, et la belle dame sans merci m'apparut sous les traits de Mrs. Lenner. Penchée sur la selle d'un cheval, elle tenait à la main sa broderie fleurie. Puis le coursier trébucha et le sol fut jonché d'ossements recouverts de cire. Je m'éveillai avec la chair de poule et constatai, une fois de plus, que le curry ne me réussissait pas le soir. Chapitre 7. L'homme à la fenêtre. Peut-être vaut-il mieux vous avertir dès maintenant que mon récit n'offrira aucune couleur locale. J'ignore tout de l'archéologie et j'avoue ma complète indifférence pour cette question. À mon sens, il est ridicule d'aller troubler le repos de gens et de villes disparus depuis des siècles. Mr. Carey n'avait pas tort lorsqu'il me reprochait de ne point posséder le tempérament d'une archéologue. Dès le premier matin qui suivit mon arrivée, Mr. Carey me proposa de me faire visiter le pas de la haie dont il traçait les plans suivant sa propre expression. Comment parvenait-il à dresser le plan d'un édifice depuis longtemps en ruine ? Voilà qui passe mon entendement. J'acceptai son offre et, à vrai dire, avec une certaine curiosité. Ce palais, paraît-il, datait de 3000 ans. Quel genre de palais pouvait exister à cette époque lointaine ? Cette construction me rappelait les photographies que j'avais vues du tombeau de Toutankhamon. Mais le croiriez-vous ?
Il n'y avait rien à voir sauf de la boue. Des murs de boue de 60 centimètres de haut. Voilà tout ce qui restait du palais. Mr. Carey me conduisit dans tous les coins, me donnant des tas d'explications. Ici, c'était la cour d'honneur, là, des chambres, plus loin, l'escalier montant à l'étage supérieur, où d'autres pièces donnaient sur la cour centrale. Je me disais en moi-même, comment peut-il le savoir? Mais, par politesse, je m'instins de l'interroger là-dessus. Quelle déception j'éprouvais! Tous ces travaux d'excavation n'offraient à mes yeux qu'un étalage de boue, pas un morceau de marbre ou d'or, rien de beau. La maison de ma tante, à Creedwood, eût laissé des vestiges plus imposants. Et dire que ces vieux Assyriens, ou appelés comme bon vous semblera, s'affublaient du titre de roi? Quand Mr. Carey m'eut montré son vieux palais, il me confia au père Lavigny qui me fit voir le reste des fouilles. Ce père Lavigny m'inspirait une certaine frayeur par le fait qu'il était moine, étranger, et parlait d'une voix caverneuse. Toutefois, je me plais à dire qu'il fut aimable et courtois, mais ses explications demeurèrent plutôt vagues. Je commençais à me demander s'il se passionnait plus que moi pour l'archéologie. Mrs. Lenner m'en fournit plus tard la raison. Le père Lavigny s'intéressait seulement aux documents écrits, comme elle les appelait. Les anciens gravaient tout sur l'argile, se servaient de signes païens mais non dénués de sens. Il y avait même des tablettes d'écoliers, avec la leçon du maître d'un côté et le devoir de l'élève de l'autre. Je reconnais que je pris plaisir à étudier ces documents, au demeurant très humains, du moins à mon avis. Le père Lavigny fit avec moi le tour des excavations et me désigna l'emplacement des temples, des palais ou des résidences privées, et même les traces d'un ancien cimetière acadien. Il parlait d'une voix saccadée, lançait des brides de renseignements, puis passait à d'autres sujets. Votre présence ici ne laisse pas de m'intriguer, mademoiselle. Mrs. Ledner serait-elle vraiment malade? Me demanda-t-il. Pas exactement malade, répondis-je sans trop me compromettre. C'est une personne bizarre, une femme dangereuse, je crois. Qu'entendez-vous par là? Dangereuse? À quel point de vue? Il hocha pensivement la tête. C'est une femme cruelle, sans cœur. Excusez-moi, monsieur, vous vous méprenez lourdement sur son compte? Il hocha la tête. On voit bien que vous ne connaissez pas les femmes comme moi, répliqua-t-il. Cette réflexion me parut pour le moins drôle dans la bouche d'un moine. Peut-être, après tout, avait-il appris bien des secrets de la part de ses pénitentes. Encore n'étais-je pas très sûr que les religieux eussent l'autorisation de confesser, ou si ce droit appartenait exclusivement aux prêtres séculiers. Je tenais le père Lavigny pour un moine, avec sa longue robe de bure, balayant la poussière et son rosaire. Si, cette femme est impitoyable, j'en suis persuadé, ajouta-t-il pensivement. Et pourtant, malgré son cœur dur comme une roche, elle est sujette à la peur. De quoi est-elle effrayée? Tout le monde, pensai-je en moi-même, aimerait à le savoir. Du moins, son mari doit être fixé à ce sujet, si les autres ignorent tout. Il plongea soudain ses yeux sombres dans les miens. L'atmosphère, ici, ne vous semble-t-elle pas bizarre, ou bien la trouvez-vous naturelle? Pas tout à fait naturelle. Du moins, de point de vue matériel, rien à dire. Cependant, on éprouve une espèce de gêne. Si vous voulez mon avis, je ne m'y sens pas du tout à l'aise. À ce moment, son accent étranger s'accentua quelque peu.
J'ai le sentiment qu'il se prépare quelque chose d'anormal. Le professeur Lenner lui-même n'est pas dans son assiette. Des soucis le minent. La santé de sa femme? Peut-être. Mais ce n'est pas tout. Une sorte d'inquiétude flotte dans les airs. Il avait raison. L'inquiétude régnait partout. Pour cette fois, la conversation s'entint là, car le professeur Lenner avançait vers nous. Il me montra une tombe d'enfant qu'on venait de mettre au jour, spectacle pathétique de minuscules ossements, un ou deux vases et des points qui, au dire du professeur, étaient les vestiges d'un collier de perles. La vue des terrassiers me divertit beaucoup. Jamais je n'avais vu une telle bande d'épouvantails, tous dans de longs jupons en guenilles et la tête enveloppée comme s'ils souffraient du mal de dents. Dans leur allée et venue, pour emporter les paniers de terre, ils chantaient, si du moins on peut appeler cela à chanter, une sorte de mélopée qui n'en finissait pas. Tous avaient les yeux horribles, couverts de poussière, et un ou deux semblaient aveugles. Je m'apitoyais sur leur triste état, quand le professeur Lenner me dit « Voilà de beaux spécimens d'humanité, qu'en dites-vous » Drôle de monde où deux personnes placées devant le même spectacle peuvent recevoir des impressions diamétralement opposées. Au bout d'un moment, le professeur Lenner annonça qu'il rentrait à la maison pour prendre une tasse de thé avant le déjeuner. Lui et moi fîmes route ensemble. Il me raconta beaucoup de choses. Lorsque j'entendis ses explications, tout prit un autre aspect à mes yeux. Je pus alors m'imaginer les rues et les maisons telles qu'elles existaient autrefois dans ce pays. Il me montra des fours à pain et m'apprit que les Arabes, de nos jours, se servaient de fours semblables. En arrivant à la maison, nous trouvâmes Mrs. Lenner levée. Elle paraissait en meilleur état de santé et le visage reposé. Le thé fut servi aussitôt et le professeur Lenner raconta à sa femme ce qu'il avait découvert dans les fouilles au cours de la matinée. Il nous quitta pour reprendre son travail et Mrs. Lenner m'invita à aller examiner quelques-unes des trouvailles les plus récentes. J'acceptai d'enthousiasme et elle me conduisit à la salle des antiquités. De tous côtés s'étalaient des objets hétéroclites, pour la plupart des vases brisés, du moins à ce qu'il me sembla, ou d'autres raccommodés et recollés. Tout cela, selon moi, n'était bon qu'à jeter aux ordures. Mon Dieu, quel dommage qu'ils soient tous brisés! Est-ce vraiment la peine de les conserver? Avec un léger sourire, Mrs. Lenner observa. Ne dites jamais cela devant Eric. Les poteries l'intéressent plus que tout au monde et quelques-unes de ces pièces remontent à 7000 ans. Elle m'expliqua que certaines provenaient d'une tranchée très profonde. Voilà des milliers d'années, plusieurs avaient été brisées et recollées avec du bitume, preuve incontestable que les gens de cette époque-là tenaient autant à leurs biens que ceux de nos jours. Et maintenant, ajouta-t-elle, vous allez voir quelque chose de curieux. Elle prit une boîte sur l'étagère et me montra un magnifique poignard en or dont le manche était incrusté de pierres bleues sombres. Je poussai un cri de ravissement. Mrs. Lenner se mit à rire. Tout le monde aime l'or, sauf mon mari. Pourquoi cette aversion? D'abord, parce que ce métal lui revient très cher. Il faut payer aux ouvriers qui l'ont découvert le poids de cet objet en or. Bonté divine, pour quelle raison? C'est l'usage. D'abord, pareille mesure prévient les vols. Cet objet ne les tenterait pas pour sa valeur archéologique, mais pour sa valeur intrinsèque. Ils le fonderaient. Ainsi, grâce à nous, l'honnêteté ne leur coûte rien. Elle prit un plateau
et me fit admirer une superbe coupe en or sur laquelle étaient gravées des têtes de bélier. De nouveau, je m'extasiais. N'est-ce pas que c'est beau ? Ce joyau provient de la tombe d'un prince. Nous avons découvert d'autres tombes royales, mais elles avaient déjà été pillées. Cette coupe constitue notre meilleure trouvaille. C'est un spécimen unique au monde. Soudain, le front plissé, Mrs. Lenners approcha la coupe de ses yeux et, de son ongle, la gratta délicatement. « Tiens, c'est drôle, une tache de cire. Quelqu'un a dû venir ici avec une bougie. » Elle détacha la pellicule de cire et remit la coupe à sa place. Ensuite, elle me présenta d'étranges figurines de terre cuite, pour la plupart indécentes. Quel esprit pervers avaient ces gens-là ? Quand nous regagnâmes la véranda, nous y surprîmes Mrs. Mercado, assise en train de se polir les ongles. Les doigts allongés devant ses yeux, elle admirait l'effet du vernis. Pour moi, je ne trouve rien de plus odieux que ce verre rouge orangé. Mrs. Lenners avait emporté, de la salle des antiquités, une délicate soucoupe brisée en plusieurs morceaux. Elle se mit en devoir d'en recoller les fragments. Je l'observai un moment et lui offris mes services. « Avec plaisir. Il n'en manque pas à raccommoder. » Elle alla chercher tout un lot de poteries brisées et nous nous mîmes à l'œuvre. J'attrapai très vite le tour de main et elle me félicita de mon adresse. Une infirmière doit, avant tout, avoir les doigts agiles. « Comme tout le monde s'occupe dans cette maison !» s'exclama Mrs. Mercado. « J'ai l'impression de ne servir à rien ici. Je ne suis qu'une paresseuse. »« Libre à vous de rester oisive, » dit Mrs. Lenners d'un ton indifférent. On s'attabla à midi pour le déjeuner. Après le repas, le professeur Lenners et Mr. Mercado décapèrent quelques poteries au moyen d'une solution d'acide chlorhydrique. Un vase révéla une superbe coloration prune et un dessin représentant des cornes de taureau apparut sur un autre. Cette opération avait quelque chose de magique. La boue séchée qu'aucun lavage n'eût enlevée bouillonnait et s'en allait en vapeur. Messieurs Carey et Coleman retournèrent aux fouilles, tandis que Mr. Rater se rendait à l'atelier de photographie. « Que comptez-vous faire, Louise ?» demanda le professeur Lenners à sa femme. « Sans doute vous reposer un peu. » Mrs. Lenners avait l'habitude de s'accorder une petite sieste l'après-midi. Je la pris par la suite. « Je m'étendrai pendant 1 heure. Ensuite, j'irai faire un tour de promenade. »« Bien. Miss Letteran pourra vous accompagner. »« Très volontiers, » m'empressai-je de répondre. « Non, non, merci. J'aime à sortir seule. Je ne veux pas que Nurse se juge obligée de me suivre pas à pas. » « Ne croyez pas un seul instant que cela m'ennuie de sortir. »« Franchement, je préfère sortir seule, » appuya Mrs. Lenners d'un ton péremptoire. « De temps à autre, la solitude me plaît. Elle m'est même nécessaire. » Je n'insistai pas. Cependant, tout en me rendant à ma chambre pour y faire un petit somme, je trouvais étrange que Mrs. Lenners, toujours en proie à des frayeurs nerveuses, se complût à se promener seule, sans aucune protection. Lorsque, vers 3h30, je quittai ma chambre, je vis au milieu de la cour un gamin qui lavait des poteries dans une baignoire en cuivre. Mr. Emmet les triait au fur et à mesure. Comme je m'avançais vers eux, Mrs. Lenners rentra par la porte voûtée, l'air plus alerte que jamais. Ses yeux brillaient. Elle paraissait tout à fait remontée et presque joyeuse.
Le professeur Ledner sortit de son laboratoire et la rejoignit pour lui montrer un grand plat orné de cornes de taureau. Les couches préhistoriques sont d'une richesse inouïe. La saison promet. La découverte de cette tombe, dès le début de nos excavations, fut un heureux présage. Le seul qui pourrait se plaindre est le père Lavigny. Jusqu'ici, nous n'avons guère mis de tablette au jour. Il ne me paraît pas avoir tiré parti de celle que nous lui avons remise, remarqua Mrs. Lenner d'un ton sec. Il est peut-être un éminent épigraphiste, mais, à mon sens, il est doublé d'un remarquable paresseux. Il dort tous les après-midi. Burn nous manque, soupira le professeur Lenner. Ce père Lavigny ne me semble pas tout à fait orthodoxe, bien que je me targue pas d'être compétent en la matière. Toutefois, une ou deux de ses traductions m'ont plutôt surpris, pour ne pas dire davantage. J'ai peine à croire, par exemple, à l'exactitude du texte gravé sur ce bloc de pierre. Bah, il doit tout de même bien savoir. Après le thé, Mrs. Lenner me demanda s'il me plairait de me promener jusqu'au fleuve. Peut-être craignait-elle que son refus de me permettre de l'accompagner au début de l'après-midi n'eût blessé mon propre amour. Afin de lui montrer mon caractère accommodant, je m'en pressais d'acquiescer. La soirée était délicieuse. Nous traversâmes des champs d'orge et des vergers en fleurs et arrivâmes enfin au bord du Tigre. Immédiatement à notre gauche, nous vîmes le chantier où les ouvriers fredonnaient toujours leurs chansons monotones. Un peu à notre droite, une énorme roue à eau, ou noria, tournait en produisant un curieux grincement qui, tout d'abord, me porta sur les nerfs, mais je finis par m'y habituer et bientôt je constatai qu'il exerçait sur moi un effet calmant. Au-delà de cette roue à eau se dressait le village d'où venaient la plupart de nos terrassiers. « Le paysage ne manque pas de beauté, n'est-ce pas ?» énonça Mrs. Lenner. « Oui, il est très reposant. On est étonné de se trouver si loin de tout. »« Si loin de tout, » répéta Mrs. Lenner. « En effet, ici du moins, on s'attendrait à jouir d'une sécurité absolue. » Je lui jetai un coup d'œil rapide, mais je crois qu'elle parlait plutôt à elle-même qu'à moi et ne se doutait nullement que ses paroles venaient de trahir sa pensée. Nous reprîmes lentement le chemin de la maison. Tout à coup, Mrs. Lenner me serra le bras si violemment que je faillis pousser un cri de douleur. « Qui est cet homme, nurse? Et que fait-il là ?» Un individu se tenait à quelque distance devant nous, à l'endroit où le sentier tournait vers la maison. Vêtu à l'européenne, il se haussait sur la pointe des pieds et essayait de regarder par une des fenêtres. Ensuite, il promena ses yeux autour de lui, nous aperçut et aussitôt se mit à marche sur le chantier dans notre direction. Les doigts de Mrs. Lenner se resserrèrent sur mon bras. « Nurse, » murmura-t-elle. « Nurse !»« Calmez-vous, chère madame, ce n'est rien, » lui dis-je d'une voix rassurante. L'homme poursuivit son chemin et passa devant nous. C'était un Irakien et, lorsqu'elle le vit de près, Mrs. Lenner me lâcha le bras avec un soupir. « Ah, ce n'est qu'un Irakien, » dit-elle. Nous continuâmes notre route. Tout en avançant, je jetai un coup d'œil aux fenêtres. Non seulement elles étaient munies de barreaux, mais elles étaient placées trop haut pour qu'on pût y plonger le regard. En effet, le niveau du sol à cet endroit était plus bas qu'à l'intérieur de la cour. « C'était un simple curieux, observai-je.
Mrs. Lenner acquiesça d'un signe de tête. N'empêche qu'à ce moment, j'ai soupçonné. Elle s'interrompit. Je pensais en moi-même. Que soupçonniez-vous donc? Voilà ce que j'aimerais savoir. Que pouviez-vous bien soupçonner? Du moins, j'avais acquis une certitude. Mrs. Lenner redoutait une créature en chair et en os. Chapitre 8. Alerte nocturne. J'éprouve quelques difficultés à classer les incidents qui se déroulèrent au cours de ma première semaine à Tel Harija. Jugeant les choses avec un peu de recul à la lumière des connaissances acquises depuis, je discerne maints détails qui, à l'époque, m'avaient complètement échappé. Mais, afin de donner plus d'exactitude à mon récit, je crois devoir essayer de me replonger dans la même atmosphère de doute, de malaise et de mauvais pressentiments qui m'enveloppaient alors. Un fait demeure certain. Cette tension et de cette contrainte dans lesquelles nous vivions n'étaient pas l'effet de notre imagination. Elles étaient bel et bien réelles. Bill Coleman lui-même, cet homme impassible, ne cessait d'y faire allusion. Je l'entendis prononcer plus d'une fois. « Tous ces gens me tapent sur le système. Sont-ils toujours aussi lugubres ?» Il s'adressait à David Emmott, son collègue. Ce jeune Emmott m'inspirait assez de sympathie. Son humeur taciturne n'avait rien de désagréable. Son air franc et résolu vous rassurait au milieu de ces fantoches qui passaient leur temps à se suspecter mutuellement. « Non, » répondit-il à Mr. Coleman. « L'année dernière, c'était tout à fait différent. » Mais il ne s'entendit point sur le sujet et se garda d'insister. « Je n'arrive pas à deviner ce qui se passe, » ajouta Mr. Coleman d'un ton chagrin. Pour toute réponse, Emmott se contenta de hausser les épaules. J'eus une conversation plutôt édifiante avec Miss Johnson. J'estimais fort cette personne capable, pratique et intelligente. De toute évidence, elle tenait le professeur Lenner pour un véritable héros. En cette occasion, elle me raconta la vie de cet homme depuis son enfance. Elle connaissait les moindres endroits qu'il avait fouillés et le résultat de tous ses travaux. Je jurerais qu'elle aurait pu citer par cœur des passages entiers de ses conférences. Elle le considérait, me dit-elle, comme le plus éminent archéologue de l'époque. Et il est si simple, si détaché des choses de ce monde. Il n'a jamais commis le péché d'orgueil. Seul un homme supérieur peut se montrer aussi modeste. C'est bien vrai, les gens de valeur n'éprouvent nullement le besoin de se faire ressortir. Et il est d'un caractère si jovial. Je ne saurais vous exprimer à quel point nous nous divertissons, lui, Richard Carey et moi, durant nos premiers séjours ici. Nous formions une bande si joyeuse. Richard Carey travaillait déjà avec lui en Palestine. Leur amitié remonte à une dizaine d'années. Quant à moi, je ne le connais depuis 7 ans. « Quel bel homme, ce Mr. Carey !» m'exclamai-je. « Oui, pas mal, » répliqua-t-elle d'un ton bref. « Mais, à mon grand gré, il est un peu trop renfermé. »« Il n'était pas ainsi avant, » répondit vivement Miss Johnson. « Ce n'est que depuis... » Elle s'interrompit net. « Depuis quoi ?» questionnai-je. « Bah, maintes choses ont changé aujourd'hui, » ajouta-t-elle avec un haussement caractéristique des épaules. Je n'insistai point, dans l'espoir qu'elle parlerait encore. Et elle reprit, faisant précéder ses remarques d'un petit ricanement, comme pour en atténuer la portée. « Je suis peut-être un peu vieux jeu, mais j'estime que, si la femme d'un archéologue ne s'intéresse pas aux travaux de son époux, mieux vaut qu'elle ne l'accompagne point dans ses expéditions. Sa présence suscite des frictions. »« Mrs. Mercado » suggérai-je.
Ah, celle-là! Miss Johnson repoussa mon idée d'un geste. En réalité, je pensais à Mrs. Lenner. C'est une charmante femme, et je comprends fort bien que le professeur se soit entiché d'elle, mais elle n'est pas à sa place ici. Sa présence jette le trouble parmi nous. Ainsi, Miss Johnson, d'accord avec Mrs. Kelsley, rendait responsable Mrs. Lendner de l'atmosphère tendue qui régnait entre les membres de l'expédition. Mais alors, comment expliquer les terreurs nerveuses de Mrs. Lendner? Elle accapare trop ses pensées, continua Miss Johnson. Il ressemble, si vous voulez, à un vieux chien fidèle et jaloux. Cela me chagrine de le voir ainsi, fatigué et rongé de soucis. Il devrait songer exclusivement à ses recherches et ne pas être distrait par sa femme et ses stupides craintes. Si elle redoutait tant le séjour dans ce pays perdu, que n'est-elle demeurée en Amérique? Je ne puis supporter les gens qui s'expatrient volontairement et, une fois en pays étranger, ne font que geindre et se plaindre. Puis, craignant d'en avoir trop dit, elle essaya de se rétracter. Naturellement, j'éprouve pour elle une sincère admiration. C'est une très jolie femme et, quand elle le désire, elle sait se rendre extrêmement agréable. À ce point, nous laissâmes tomber le sujet. À part moi, je pensais qu'ici se renouvelait l'éternelle histoire. Lorsque les femmes vivent en communauté, le démon de la jalousie se glisse toujours entre elles. Il était visible que Miss Johnson détestait les femmes de son patron, ce qui était, peut-être, dans l'ordre des choses, et je ne crois pas me tromper en affirmant que Mrs. Mercado, de son côté, exécrait Mrs. Lendner. Sheila Reilly ne tenait guère non plus Mrs. Lendner en odeur de sainteté. Elle vint à l'excavation à plusieurs reprises, une fois en auto et 2 autres fois à cheval, accompagnée d'un jeune cavalier. En mon fort intérieur, je la soupçonnais d'éprouver un sentiment tendre envers Emmott, ce jeune Américain taciturne. Quand il travaillait aux fouilles, elle restait bavarder avec lui et il semblait lui témoigner une vive sympathie. Un jour, au déjeuner, Mrs. Lendner émit à ce sujet une réflexion plutôt maladroite, selon moi. « Miss Reilly court toujours après David, » dit-elle en ricanant. « Elle le poursuit jusqu'aux fouilles. Que les jeunes filles modernes sont donc sottes. » Mr. Emmott crut bon de ne pas relever cette incongruité, mais, sous son hâle, ses joues s'empourprèrent. Levant les yeux, il la regarda bien en face d'un air de défi. Elle sourit et détourna le regard. Le père Lavigny murmura quelques mots, mais, lorsque je le priai de répéter ces paroles, il hocha la tête et se tut. Cet après-midi-là, Mr. Coleman me dit: « Le fait est que tout d'abord, Mrs. Lendner ne me plaisait guère. Elle me sautait à la gorge chaque fois que j'ouvrais la bouche pour parler. À présent, je comprends mieux son caractère et je dois reconnaître qu'il n'existe pas de meilleure femme au monde. On lui parle à cœur ouvert et on finit par lui raconter tous ses frédaines sans même s'en apercevoir. Elle en veut à mort à Sheila Reilly. Rien d'étonnant si Sheila a fait monter envers elle plusieurs fois d'une grossièreté inouïe. Cette jeune personne manque tout à fait de savoir-vivre et elle a un caractère de chien. » Je le crus sans peine. Le docteur Reilly la gâtait de façon exagérée. Évidemment, elle se gobe un peu trop parce qu'elle se sent la seule jeune fille parmi nous. Cette particularité ne l'autorise pourtant point à traiter Mrs. Lendner comme sa grande-tante. Mrs. Lendner n'est plus de la première jeunesse, soit, mais elle est brigrement séduisante.
On dirait de ces gracieuses nymphes qui, sortant des marécages au milieu des feux follets, vous font perdre la tête en vous détournant de votre chemin. Il ajouta : Ce n'est pas Sheila qui aurait ce pouvoir. Elle est tout juste bonne à faire remarquer un soupirant. Je me souviens seulement de 2 autres incidents offrant quelques intérêts. Un jour, je me rendis au laboratoire pour y prendre de l'acétone afin d'enlever de mes mains la matière gluante provenant du recollage des poteries. Assis dans un coin, Mr. Mercado, la tête sur les bras, semblait dormir. Je pris le flacon et l'emporterai. Ce même soir, à ma grande surprise, Mrs. Mercado m'entreprit. « Est-ce vous qui avez pris le flacon d'acétone sur le labo ?»« Oui, c'est moi, » répondis-je. « Vous n'êtes pas sans savoir qu'on en garde toujours un flacon dans la salle des antiquités. » Elle me parlait d'un ton furieux. « Tiens, première nouvelle. Je doute fort que vous ignorez ce détail. Vous veniez simplement pour espionner. On connaît la réputation des infirmières d'hôpital. » Je la dévisageai. « Mrs. Mercado, je ne sais à quoi vous faites allusion, » répliquai-je avec dignité. « Je vous jure que je ne suis pas venue ici pour espionner qui que ce soit. »« Oh, non, certes. Alors, vous imaginez que je ne connais pas les motifs de votre présence dans cette maison ?» Pendant un instant, je ne pus empêcher de croire que cette femme avait bu. Je m'éloignai sans dire mot, mais cette scène me parut pour le moins étrange. L'autre incident semblait encore plus insignifiant. J'essayais d'attirer un petit chien en lui tendant un morceau de pain. Timide, comme tous les chiens arabes, il s'imaginait que je lui voulais du mal. Il s'éloignait et je le suivis en dehors. Je venais de franchir la porte voûtée et je tournais au coin de la maison lorsque je butai dans le père Lavigny et un autre homme avec qui il conversait. En un clin d'œil, je reconnus le personnage que Mrs. Ledner et moi avions surpris en train d'essayer de regarder par la fenêtre. Je m'excusai et le père Lavigny sourit. Prenant congé de son compagnon, il rentra avec moi à la maison. Si vous saviez à quel point je suis ennuyée. Très versé dans l'étude des langues orientales, je constate avec humiliation qu'aucun des ouvriers ne me comprend. Aussi, je tentais de parler arabe avec l'homme que vous venez de voir. C'est un citadin, et j'espérais qu'il m'entendrait mieux. Malheureusement, le résultat n'est pas plus encourageant. Ledner prétend que j'emploie un arabe trop classique. Ce fut tout. Mais, après réflexion, je trouvais ça bizarre que ce même individu rôdât encore autour de la maison. Et cette nuit-là, nous faillîmes mourir de peur. Il était environ 2 heures du matin. Comme toute infirmière digne de ce nom, j'ai le sommeil très léger. J'étais éveillée et assise dans mon lit quand ma porte s'ouvrit. « Nurse! Nurse !» C'était la voix de Mrs. Ledner, basse et pressante. Je craquai une allumette et allumai la bougie. Vêtue d'une longue robe de chambre bleue, elle se tenait debout dans l'encadrement de la porte, pétrifiée de terreur. « Il y a quelqu'un dans la chambre voisine de la mienne. Je l'ai entendu gratter sur le mur. » Je sautai à bas de mon lit et vins près d'elle. « N'ayez pas peur, madame, je suis ici. Calmez-vous. »« Allez chercher Eric, » murmura-t-elle. Je courus frapper à la porte de la chambre de son mari. Au bout d'1 minute, il nous rejoignait. Mrs. Ledner était assise sur mon lit, haletante d'émotion. « Je l'ai entendu, » répéta-t-elle. « Je l'ai entendu, gratter sur le mur. »« Quelqu'un dans la salle des antiquités ?» s'écria le professeur Ledner. Il se précipita hors de la pièce.
j'entrevis en un éclair la façon tout à fait différente dont ces deux êtres avaient réagi. Les craintes de Mrs. Lennert étaient tout à fait personnelles, tandis que le professeur songeait avant tout à ses précieux trésors. « La salle des antiquités !» soupira Mrs. Lennert. « Bien sûr que je suis sotte !» Se levant et se drapant dans sa robe de chambre, elle me pria de la suivre. Toute trace de sa panique avait disparu. En arrivant dans la salle des antiquités, nous vîmes le professeur Lennert et le père Lavigny. Celui-ci, ayant également entendu un bruit, s'était levé pour se rendre compte et avait cru apercevoir une lumière dans la salle des antiquités. Il s'était attardé à enfiler ses pantoufles, puis à se munir d'une lampe de poche, et n'avait vu personne. De plus, ainsi que chaque nuit, la porte de cette salle était fermée à clé. Tandis qu'il s'assurait que rien n'avait disparu, le professeur l'avait rejoint. Impossible d'en apprendre davantage. La porte extérieure était également fermée à clé. Le gardien jura que personne n'avait pu entrer du dehors, mais, comme il avait sans doute dormi à point fermé, cette déposition n'était nullement concluante. On ne releva aucune empreinte, ni trace de pas, et rien n'avait été enlevé. Peut-être Mrs. Lennert s'était-elle alarmée en entendant le bruit produit par le père Lavigny qui avait descendu les boîtes des étagères afin de vérifier si tout était en ordre. D'autre part, le père Lavigny se montrait affirmatif. Il déclara, premièrement, avoir entendu un bruit de pas sous sa fenêtre et, deuxièmement, avoir vu de la lumière, peut-être la lueur d'une lampe électrique, dans la salle des antiquités. Personne d'autre n'avait rien vu ni entendu. Cet incident revêt une certaine valeur dans mon récit, car il incita Mrs. Lennert à me faire des confidences dès le lendemain.